Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC au Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville pluvifère de Lubumbashi. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre. Chose promise, chose faite. Nous vous avons promis de reprendre votre magazine économique concret avec des invités sur le plateau. Nous ne pouvions pas terminer l'année 2022 sans tenir à cette promesse. Vous alliez nous dire que madame, vous ne nous respectez plus. Et je dois respecter les téléspectatrices et téléspectateurs, je dois vous respecter. Voilà pourquoi, pour ce numéro, qui au fait sera parmi les derniers numéros de l'année 2022, nous recevons pour vous le chef de travaux, Labi Bokechu Mpiana, que moi j'aime appeler le professeur. J'aime toujours dire, quand je lui dis ça, il dit madame, je suis plutôt professeur associé. Donc nous recevons pour vous aujourd'hui le chef des travaux, Labi Mpiana Bokechu. Et avec lui, nous allons parler de la grande question. La grande question, c'est autour du budget. Le projet de budget de l'année 2023, c'est que le gouvernement provincial congolais a proposé. Nous allons parler avec lui de cette grande question sur le budget. Bien entendu, il y aura également d'autres questions, mais la grande question du jour, c'est autour du budget. Est-ce que nous évoluons? Est-ce que nous n'évoluons pas? Est-ce que cette situation de la proposition de ce projet de budget du gouvernement provincial, du gouvernement, disais-je, du gouvernement national, le gouvernement dirigé par Jean-Michel Samalou Kondé, est-ce que cette proposition de budget va aider le peuple congolais? Monsieur le chef des travaux, professeur associé, Labi Bokechu Mpiana, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Je suis venu répondre à votre invitation. Eh bien, ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce qu'il y a une certaine évolution de notre économie et des finances publiques, comme vous avez déjà annoncé. Et je suis tellement très content de vous retrouver encore sur ce plateau pour débattre des questions de l'air. Plaisir partagé, monsieur le chef des travaux. Merci beaucoup, madame. Et voilà, vous avez compris que le chef des travaux est là. Nous allons tout de suite aborder les grandes questions qui fâchent ou sinon qui embêtent les Congolais, les grandes questions qui font en sorte que les Congolais se disent est-ce que les choses évoluent? Monsieur le chef des travaux, c'est vrai que nous sommes en économie, comme nous le disons toujours, c'est l'économie qui prime sur la politique. Lorsqu'on vous pose une question à sang chaud, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État depuis 2019, aujourd'hui nous sommes à la fin de l'année 2022. Lorsqu'on vous pose cette question, est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dirige bien ce pays? À chaud. Merci beaucoup madame pour cette question. Je dois aussi répondre à chaud, mais néanmoins aussi je dois mettre des réserves pour la simple raison que nous ne pouvons pas d'accord donner une mention de distinction ou de satisfaction directement comme ça. Il y a des éléments pour lesquels il faut vérifier, il faut tabler sur un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de variables. Mais les comportements de l'économie, de la gestion, du management, et tout ça, nous allons voir réellement que si le président de la République incarne ça, et dans la réalisation de ses actions, nous retrouvons tous ces paramètres d'analyse. Et si cela se sort de par des résultats tellement très satisfaisants selon nos estimations, eh bien, nous allons dire réellement qu'il dirige quand même bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a des contraintes. Il y a des ambitions, il y a des contraintes, il y a des pots de bananes, n'est-ce pas? Ici, entre autres, la guerre qu'on nous a imposée, une guerre, n'est-ce pas, sans issue, pour laquelle tout l'espoir est parti, que les ressources mobilisées dans les cadres des finances publiques sont orientées vers ça. Et ce qui donne au président de la République de chercher à procéder par des priorités d'abord au départ. Et les priorités, vous savez réellement que non, c'est la guerre d'abord au départ. Deuxième élément, c'est les infrastructures qu'il faut construire, qu'il faut réhabiliter. Et puis, troisième élément, c'est le vécu quotidien de la population, entre autres les pouvoirs d'achat, entre autres les social de la population. Donc ça signifie votre réponse Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État depuis 2019, vous n'avez pas une réponse claire. Vous dites qu'il y a des paramètres. Oui, je suis en train de mettre des réserves pour la simple raison que... Satisfaction, distinction, mauvaise cotation, qu'est-ce que vous donnez comme cotation? Je dis à chaud. Non, mais je dis tout simplement ici, en âme et conscience, les résultats sont encore mitigés.
Les résultats sont encore mitigés. Donc il y a encore à faire. Il y a encore à faire parce qu'il a trouvé les pays dans les fonds du fossé. Il faut prendre le pays là où le pays s'est trouvé, les ramener d'abord à la surface et pour redémarrer à ce niveau-là. C'est pas mon point de vue, c'est le point de vue du professeur Labi, du chef des travaux Labi. Professeur Labi, chef des travaux Labi, la question c'est également autour des élections. Est-ce que vous croyez, vu ce que vous dites déjà, est-ce que vous croyez qu'en 2023, c'est dans quelques jours que nous aurons l'année 2023, où nous entrerons dans cette année 2023, comme nous disent les chrétiens, si Dieu le veut, comme le disent les musulmans, Inch'Allah. D'ici là, ça sera 2023. Est-ce que vous croyez qu'en 2023, il y aura des élections en RDC, donc les élections présidentielles législatives? Bon, connaissant le président Félix, avec sa détermination, moi je sais qu'il y aura des élections. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas des tâtonnements, mais il y aura des élections. Peu importe, n'est-ce pas, la situation dans laquelle on se retrouvera, mais il y aura des élections. Même si ce sera des élections les acteurs politiques, c'est oui. Même si ce sera des élections problématiques, mais oui, nous avons connu ça dans ce pays-ci, il n'y a pas de problème. Partout, il y a toujours des problèmes au niveau des élections, mais nous ne souhaitons pas. Mais nous savons que lui, il va faire des élections, n'est-ce pas, de bonnes et donc vous voyez en cette date du 23 décembre 2023 que nous allons connaître, nous aurons des élections. Oui, nous aurons des élections et que nous allons connaître les nouveaux dirigeants. Entre autres, tous ceux-là qui sont au niveau des institutions qui gèrent actuellement ici, qu'ils se préparent, les acteurs politiques, qu'ils se préparent. Au lieu de chercher ici à nous emballer, n'est-ce pas, ici, dans des commérages très inutiles, une discussion triviale, nous ne voulons plus ça. Nous grappons vers les élections. Il faut qu'on s'en finisse avec tout ce monde-là qui parle n'importe quoi. Pour l'école, il faut trouver des solutions pour notre pays, mais nous sommes en train de se diviser ailleurs. Bon, en fait, fidélisatrice ou fidélisateur, c'est pas une émission politique, mais je rappelle que l'économie prime sur la politique. Il est difficile de parler. Et oriente même la politique. Et voilà, le chef des travaux le dit, l'économie oriente même la politique. Il est difficile de dissocier l'économie de la politique. Il est important d'avoir une idée de la politique avant d'entrer dans le vif du sujet. Surtout que nous sommes en train de clôturer l'année 2022. Monsieur le chef des travaux Labi, vous êtes parmi ces personnes qui avaient applaudi de deux mains la présence, sinon le travail de l'IGF qui est au fait Inspection Générale des Finances, avec à la tête monsieur Jules Alinguetti. Mais on se rend compte que l'IGF aujourd'hui, quand je parle de l'IGF, donc cette institution, cette inspection, aujourd'hui on se rend compte que les inspecteurs de l'IGF sont devenus des petits millionnaires, entre guillemets, ils sont devenus des messieurs, des dames riches en RDC. Est-ce que vous pensez que le travail de l'IGF est en train d'être fait comme il se doit, ou ce n'est plus le cas, ou est-ce que ce n'est pas le contraire que l'on vit? L'IGF, au lieu de contrôler pour le bien de la population, pour le bien des institutions, aujourd'hui on se rend compte que les inspecteurs deviennent plutôt des petits messieurs, des dames, pas des petits, de grands messieurs, des grandes dames qui ont l'argent aujourd'hui. Oui, madame, vous posez une question tellement très fondamentale qui intéresse la vie des Congolais. Oui. Vous savez que le président de la République avec le Premier ministre Sama, que nous saluons quand même et nous acceptons que l'un des premiers ministres les plus meilleurs jusqu'à présent ici, un coordonnateur du gouvernement qui essaie d'accord de chercher à résoudre les problèmes de notre pays. Ça, il faut reconnaître ça. Sama Lukonde. Oui, Sama Lukonde. Mais vous avez également dit autrefois sur ce plateau, vous avez loué la bonne gouvernance autrefois de Matata Mponyo. Non, je n'ai jamais loué ça. J'ai dit tout simplement ici, les performances réalisées par Sama Lukonde est tellement très éclatant. Oui, ce sont des performances des titans. C'est-à-dire, nous avons... Non, c'est-à-dire ce sont des performances que les économistes cherchent à réaliser. Dans certains pays développés, dans certains pays, là où il y a la possibilité de mobiliser les ressources. Madame, n'oubliez pas que nous sommes des pays jeunes, hein, des pays qui ont des difficultés pour mobiliser les recettes de l'État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les pays sont soumis à l'endettement extérieur inutilement là. Vous allez soumettre les pays dans une tire d'endettement extérieur et continue plutôt ici. Et bien, ce qu'on appelle ici, c'est l'accord de cours. Mais ça est venu, vous savez réellement que non. On a fait 21 ans, le régime passé. Voyez, le budget était de 4 milliards. De 4 milliards, eh bien ici, ça revient, et puis je prends ça à 7 milliards. De 7 milliards à 11 milliards.
En économie, ce sont des chiffres. C'est la grande question. Oui, en économie, ce sont des chiffres. Ce sont les chiffres qui parlent à ce niveau-là. Moi, je ne peux pas arriver à fonder mes arguments sur base sans avoir des éléments sur lesquels... On va y arriver, mais la grande question, maintenant, c'est autour de l'IGF. L'IGF, on se rend compte que l'IGF, c'est un organe technique, des techniques et de contrôle. Oui. Voyez, ceci permettrait d'accord de canaliser les ressources de l'État dans les trésors publics. Ça, c'est très important ici. Et en fin de compte, de définir pour ceux qui gèrent, et ça, les institutions ou les entreprises publiques ou des portefeuilles, de savoir comment canaliser les fonds, de ne pas dilapider les fonds. Vous savez que les fonds de l'État, les fonds publics sont sacrés. On ne détourne pas, on ne vole pas. Quand vous commencez déjà, mais ils sont sacrés, c'est comme les salaires. Vous ne pouvez pas détourner les salaires des gens, vous ne pouvez pas détourner les fonds de l'État. Ça, vous allez créer préjudice à l'État. Comment l'État doit assumer la responsabilité d'améliorer les conditions de vie de la population? Comment l'État doit arriver ici à créer des infrastructures dans tous les secteurs de la vie nationale, voyez, qui étaient déjà paralysés au départ? C'est un problème de la mentalité. Les inspecteurs de l'IGF qui sont devenus aujourd'hui dans l'obélique d'accord de l'espace ou dans les meilleurs palaces du monde, c'est un problème de corruption, c'est un problème de mentalité que nous avons accumulé il y a de cela 21 ans. Voyez, on a accumulé, on a bâti ce pays ici dans la corruption. Oui, mais l'IGF aujourd'hui... Mais l'IGF aujourd'hui doit faire un travail de titan. Mais nous commençons maintenant à observer une certaine déception. Ceci est dit à quoi? On ne sait jamais. Vous savez, la déception que l'on observe, c'est sur quel plan? L'IGF ne travaille plus comme il se doit, parce que ça se raconte qu'aujourd'hui, les inspecteurs, les inspectrices, ceux-là qui sont de l'IGF, sont devenus des grandes dames, de grands monsieur. Donc à l'inspection générale des finances, aujourd'hui, on a des personnes qui comptent des milliers de dollars, pour ne pas dire des millions de dollars. Bon, madame, il y a les phénomènes de corruption qui nous sont en train de plaindre. Vous savez que ces inspecteurs-là, on avait grandement confiance en eux. Et ils ont aussi des bons salaires quand même. Mais quand il y a des petites enveloppes qui passent, nous sommes au Congo, vous n'allez pas chercher à nous donner des leçons de morale, ou bien pour comprendre réellement qu'il y a des enveloppes qui passent par-ci par-là, des pourboires et des pots de vin. Quand il y a un contrôle, on envoie les gens, et puis par après ici, les contrôles ne se soldent pas des résultats non satisfaisants. Et bien ici, par là-bas, il y a des enveloppes qui passent. C'est une mentalité que nous avons déjà accumulée. Il faut lutter contre ce changement de mentalité. Donc, ça signifie à ce jour, l'IGF ne fait plus son travail comme ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'IGF commence à faillir à sa mission. C'est-à-dire qu'elle commence maintenant à déconner. Voyez, les inspecteurs ne sont plus crédibles. Que faire? Mais maintenant, il faut changer. Il faut changer la donne. Il faut une nouvelle impulsion, il faut un nouveau souffle, il faut une bouffée d'oxygène qui offre à l'IGF la possibilité. Il faut changer. Est-ce qu'il faut changer ceux qui dirigent à l'IGF? Est-ce qu'il faut mettre de côté ces inspecteurs? Bon, moi je pense que, oui, je pense que Marie-Gilles Alinguete a fait son travail. Hein. Il a mis, n'est-ce pas, ici, il a rodé cette institution dans un premier temps, dans une première phase. Mais la seconde phase, ce n'est pas, il ne peut plus être là. Il y a une phase de lancement. Il y a une première phase. Oui, il a fait un travail de titan. Alors il doit s'arrêter là-bas. À ce jour, vu tout ce qui se passe à ce jour, donc Jules Alinguete peut aller d'abord se reposer. Se reposer ou l'envoyer à autre chose, et que nous autres ici, on a besoin de travailler pour mettre notre expérience. Par exemple, vous pouvez gérer également l'IGF. Mais j'ai toujours réclamé le ministère des Finances et budget, ou soit les institutions habilitées à mobiliser les ressources. Mais ça c'est une bonne manière de faire sa propre campagne. Non, je ne le fais pas, mais je suis quand même congolais, non? Ok, d'accord. J'ai droit aussi à la vie. Pourquoi il n'y a que les autres, qui peuvent arriver à briguer les postes de responsabilité. Nous aussi, on a besoin de briguer les postes de responsabilité, de gérer les finances de ce pays-ci. Et madame, vous devez savoir que rien n'est plus bon au monde que d'avoir le pouvoir de gérer les finances. Hein. De gérer les finances. Donc, à ce jour, je comprends que votre proposition, c'est que Jules Alinguete a fait son temps. Oui, en la première phase, des finances. Nous, je prends des fleurs, malgré il y a des... Oui, malgré il y a des... Donc, c'est pour dire qu'il a posé les jalons. Oui, il a... Très bien. Il a posé les jalons. Maintenant, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui doivent gérer. Voilà. Pour continuer ce travail. Voilà, continuer avec ça. Et puis aussi ramener ça à un niveau et ajouter les nouvelles variables pour lesquelles il n'a pas tenu compte de ça. Parce que jusqu'à présent, ici, l'argent échappe encore. Il y a des activités qui existent pour lesquelles les ressources n'entrent pas dans les trésors publics. Voyez? Et nous pouvons arriver aussi à commencer à identifier ça. Mais l'IGF n'est pas là. Oui, même au niveau des institutions d'enseignement. Le minerval que les enfants payent. Mais c'est beaucoup d'argent, maman. Vous avez une université, par exemple, de 30 000 étudiants. Quand on paye 250, mais vous êtes dans le quoi? Dans les 7 millions de dollars.
Mais jamais vous trouverez d'abord des bâtiments construits aux universités et vous demandez au gouvernement d'intervenir au moment où il y a encore de l'argent. Qu'est-ce que fait l'IGF? Il ne contrôle pas ces institutions-là. Tout ça, ça échappe à l'État. Maman, cet argent, ce pays a... Est-ce que vous êtes convaincu? Je suis convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu, vu que le mal est profond en RDC, vous venez de le dire. Oui, oui, maman. Il y a une mauvaise habitude, c'est la corruption. Si on peut parler de la RDC aujourd'hui, la RDC c'est parmi les pays le plus corrompus du monde. Mais oui, mais nous sommes, il y a un classement qui est sorti. Nous sommes avant la corruption existe dans tous les pays du monde, mais en tout cas, parmi les pays, la RDC est parmi ces pays-là les plus corrompus. Mais non, la question, est-ce que vous êtes sûr? Si l'on met Jules Alinguete à côté, ça signifie, on dit, monsieur, votre temps, vous avez fait du bon travail, nous vous remercions, maintenant nous nommons quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez que c'est là qui viendra après Jules Alinguete, avec cette mauvaise mentalité qu'il y a en séquençant la corruption? Est-ce que vous pensez que celui-là pourra, en fait, n'est-ce pas, résoudre ce mal qui est profond, cette corruption? Vous pensez que les enveloppes ne vont pas circuler après avoir contrôlé une entreprise, après avoir contrôlé, je ne sais pas moi, une institution? Vous pensez que ça va s'arrêter? Oui, madame, j'ai toujours cet espoir-là de dire aux gens qu'il y a la possibilité d'améliorer les tout, hein, de faire appel à des hommes nouveaux, capables, qui sont intègres, n'est-ce pas, et qui se gênent, des hommes qui sont capables de porter un changement radical dans l'ensemble des structures des finances pour mobiliser les ressources de l'État. Voyez, Jules Alinguete, coup de chapeau, il a fait un travail de temps, comme vous avez dit ici, que dans la phase de lancement, d'expérimentation. Il a posé déjà. Oui, oui. Maintenant, nous sommes dans la phase d'expérimentation. Il faut expérimenter avant de procéder à la phase d'harmonisation encore. Donc, il faut des hommes nouveaux, capables, parce que nous venons des écoles différentes. Donc il vient de faire environ 2019, 2022. Nous venons des écoles différentes. Pratiquement 3 ans. Oui, c'est l'une des raisons, j'ai des réserves pour dire que tous les Congolais, non. Nous venons des écoles tout à fait différentes, on a reçu des éducations différentes, on est passé à l'université tout à fait différente, nous avons connu des enseignants tout à fait différentes, il y a des modèles. Dommage à nous que les responsables qui gèrent les institutions aujourd'hui n'ont pas des mentors, n'ont pas des modèles de référence. C'est ça le problème qui est là. Non, ou soit il y a des références, mais plutôt ce sont des références qui sont aussi des références négatives, médiocres. Mais justement, c'est ça. Oui. C'est l'une des raisons pour laquelle la plupart des gens qui gèrent les institutions aujourd'hui sont des références datant. À tel enseigne réellement qu'ils ont hérité d'accord les autres dans la médiocrité la plus vassalissante que l'histoire de ce pays n'a jamais connue. Okay. Alors, nous sommes en train d'évoluer, donc Jules Alinguete a fait son temps, il a posé les jalons, il a fait du bon travail. Et puis en matière de finances, maman, on ne peut pas retenir quelqu'un pendant 3 ans, 4 ans, non. Ah, vous allez crier, mais oui, maman, vous allez crier. Pourquoi on ne peut pas retenir quelqu'un pendant 3 ans, 4 ans en matière de... Mais ça sera la routine. Il va déjà, c'est comme un militaire, vous le laissez, c'est comme nos gendarmes militaires, nos policiers, nos soldats. Vous les mettez, n'est-ce pas, dans une province, pendant un laps de temps, il va se familiariser avec la population, il devient des amis. Alors, dans ces cas-là, la rigueur, n'est-ce pas, ici, judiciaire ou la rigueur militaire, risquerait d'accord de tout faire. Conséquence, on risque d'avoir des insécurités, on risque mais justement, c'est ça. Des policiers. Même l'insécurité ici, l'origine de ça, c'est pas ça. Nos policiers n'ont jamais été permittés. Et quand il y a la corruption, il y a des détournements en cascade qui continuent jusqu'à présent ici. Parce que les gens ont fait combien de temps? En matière de finances, vous ne pouvez pas garder quelqu'un pendant laps de temps. Moi, vous me mettez ministre des Finances, quand je trouve vraiment que 3 ans suffisamment et 4 années, je vous dis, monsieur le président, vous devez me changer. Ah, bon, ça mais oui, non, une première. Mais oui, mais il faut que nous puissions avoir des Congolais qui réfléchissent comme ça. Pas des gens qui s'amènent avec des sentiments, non. Ça sera une première. Ça sera une première de voir un ministre des Finances en RDC qui se retrouve aux affaires pendant 3 ans et puis après 3 ans, il demande au chef de l'État de faire partie. Ah, mais oui, mais même ceux-là qui travaillent au niveau des régies financières. Des GDA, des GI, Consorbe, des GERAD, et puis OCC. Mais non, nous devons avoir le courage de dire à saisir. Il faut chercher des innovations. Nous sommes maintenant dans une nouvelle dynamique de finances internationales. Attention, tous ces pays ici, le monde est gouverné par une finance internationale. Nous devons, n'est-ce pas, ici chercher à créer le nouveau thème. La recherche de la problématique, donc il faut trouver des solutions à des problèmes, ce qu'on appelle nouveautés en matière de financement. Finir ces histoires de financement, on n'est pas en mesure, on doit recouvrir l'endettement, on doit faire ceci, vendre les sols et les sous-sols, l'eau, la faune et la flore. Non! Nous devons chercher à créer. Il faut des gens qui doivent innover. Hein?
comme quand on suit tes émissions, je m'excuse madame, eh bien ici on sent réellement que non, vous avez le souci d'améliorer. Et vous avez le souci d'accord de chercher à porter une solution, voire à éclaircir la population d'accord sur des questions de l'air, qui sont des questions économiques et sociales. Et faire la politique, parler de la politique, ce n'est pas faire de la politique. Hein. Et si vous ne voulez pas s'intéresser à la politique, s'intéresse à vous. Okay. Alors, si vous ne voulez pas vous intéresser à la politique va s'intéresser à vous. C'est pas moi qui le dis, c'est le CT Labi qui est au fait notre invité. Je vous avais dit, la grande question que nous allons aborder avec lui, c'est autour du budget, le projet de budget qui a été déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement national, avec à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Cette grande question, nous allons commencer sur cette grande question. Monsieur le chef des travaux Labi, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, vu l'évolution disons, de la proposition, ou sinon du projet de budget? Aujourd'hui, le Premier ministre a présenté un projet de budget pour 2023 qui est estimé à 32 milliards 600 millions de dollars. C'est une première. Non. C'est une première. Dans l'histoire des finances publiques congolaises. Dans l'histoire des finances publiques congolaises. Votre point de vue avant qu'on évolue? Bon, dans un premier temps, au regard des difficultés que le pays est en train d'encourir, entre autres la guerre de l'Est qui accapare la part du lieu dans le budget de l'État, et les difficultés, les activités qui se déroulent de l'autre côté pour lesquelles on ne contrôle plus pour mobiliser les ressources de l'État, eh bien ici, nous pouvons dire réellement qu'il y a Sama, félicitations, un élan qu'il a déjà essayé de prendre. Je souhaiterais même qu'on puisse le maintenir pour les suivantes qui soient toujours à la tête en attendant, parce que ce sont des performances de titan. Mais vous venez de décrire qu'à un moment, il faut changer les gens. Hein. Ah mais oui, j'ai dit ceci, il faut changer. Mais pour les le coordonnateur, c'est lui qui est le coordonnateur de l'exécutif, non? Oui. Le président de la République qui donne les orientations, et lui est en train de coordonner et puis d'appliquer ça. Et ça, avec un contrôle systématique, oui. Donc il y a la possibilité de mobiliser 14 milliards 600 millions de dollars. D'ailleurs, on vient de revoir encore les projets budgétaires à 15 milliards 600 millions. Alors maintenant, on commence à approcher ce que les professeurs... Il faudrait quand même que l'on vérifie le montant. Que... Le montant s'élève à 14 milliards 600 millions, comme vous l'avez dit ici. 14 milliards, parce que moi, maintenant, quand on a déposé, maintenant on a... 14 milliards. Oui, on a vu maintenant ici... on a revu les budgets à la hausse, hein, oui. Pour la première fois, les parlementaires sont réunis en votant la loi des finances publiques. Ils ont revu ces budgets ici à 15 milliards 600 millions de dollars américains. Est-ce que... Donc il y a la possibilité de mobiliser ça. Donc c'est comme je disais ceci, mais moi, le montant au regard de ce que moi je connais, je sais là où les sources de provenance d'accord de fonds congolais. Je sais là où il y a des activités qui se développent qui n'ont jamais été identifiées. Je sais là où il y a des ressources qui se cachent pour lesquelles il faut chercher à retirer tout. Les budgets ne pouvaient pas être de 15 milliards 600 millions. Demandez-moi les montants. J'aimerais savoir quel est le... 35 milliards et quelques. Donc, je suis prédisposé. Si aujourd'hui on me met ministre des Finances, je vous dis vraiment que non, demain vous avez un budget de 35 milliards 600 et quelques millions de dollars américains. Mais où est-ce que vous aurez les ressources? Comment vous allez mobiliser ces ressources? Madame, comment ça va se passer? Madame, nous sillonnons toutes les provinces possibles. Hein. Nous connaissons les activités. Chacun de nous est un économiste normal qui est consciencieux, qui est très averti, doit avoir un laboratoire. J'ai un laboratoire, un préparatoire, j'ai un laboratoire. J'ai les chiffres, j'ai les données, j'ai les activités. Je peux identifier toute activité. Et vous savez réellement que non, c'est la faute de l'administration fiscale. Il y a un principe de la comptabilité fiscale qui dit ceci, que le fait de produire un bien ou exercer n'importe quelle activité est un fait générateur de l'impôt. Ah mais oui, si vous ne voulez pas mobiliser, à qui la faute? L'administration fiscale qui pose un sérieux problème. Mettez-moi même à la tête des DGI, vous allez sentir. Nous allons ramener les recettes de l'État. Mais à la DGI, sans vous couper la parole, monsieur le chef de travail, la DGI, on a les performances. Oui. C'est pas là. La maximisation des recettes. Oui. On a dit qu'à la DGI, il y a eu une maximisation de plus de 100% de recettes. Oui, même de 135%. Ça s'est fait, madame. Il y a question de prise de conscience et de mettre un chef et manager
C'est-à-dire un leader, n'est-ce pas, qui doit être au sommet de ces institutions-là qui peuvent arriver à orienter une meilleure politique de mobilisation des ressources de l'État. Est-ce que, parce que ça c'est pas le sujet du jour, mais est-ce que l'aspect de la mobilisation des recettes ou la maximisation des recettes dans les régies financières, est-ce qu'il faudrait avoir un fils maison qui gère? Donc je prends le cas de la DGI. Est-ce qu'il faut avoir un agent, un cadre qui est oui, GDA? Est-ce que c'est important? Oui, oui, des préférences de voir des cadres qui sont déjà opérationnels, qui savent le rouillage. Parce que nous savons ce qui se passe là-bas. Je prends seulement comment l'argent échappe à l'État quand on parle des invisibles. Hein, les invisibles. Ah ouais, ce sont des pourboires. Quand il y a des fausses déclarations, déjà au départ, quand il y a des exonérations, vous devez commencer à accorder. Quand vous allez commencer à faire des dégrèvements d'accord sur les montants à payer. Mais ça sont d'accord, ce sont des ressources. Moi, ministre au Premier ministre à la Console des Finances, eh bien, si nous allons arrêter avec ces histoires-là, comment expliquer qu'il y a des gouvernements responsables qui doivent commencer à vendre les exonérations auprès des entreprises minières? Lorsqu'on vérifie, dès ça, cette année, entreprise que le Jacquemin a été éclaté, dès ça, entreprise mining. Et je vous dis que dans le secteur minier, l'argent, vous avez de l'argent faux. Vous avez vraiment beaucoup d'argent à ce niveau-là. Où ces sociétés-là vous réalisent à cause des bénéfices de 500 millions, de 1 milliard, de 2 milliards. Et l'impôt à payer, quand on voit réellement que nous, dans la négociation, on dit non, vous l'avez déjà reçu une exonération. Les autorités politiques, vous savez comment les pays étaient gérés. Et même ceux-là qui se disent pour revenir en qu'ils soient présidents de la République, ou qu'ils soient là-bas, mais il y a toujours des arrangements. Il y a ces arrangements-là. Et là, il faut avoir un type qui doit être un type costaud qui peut arriver à faire asseoir. C'est différentes pratiques-là. Ça signifie pour vous, monsieur le chef des travaux Labi, vous pensez que c'est une bonne politique de mettre à la tête des institutions financières ou des institutions mobilisatrices des recettes de l'État. Des fils maison. Des fils maison, mais justement c'est ça. Parce qu'ils savent bien le contrôle, ils savent. Parce qu'il va venir avec un objectif pour chercher à séduire les responsables politiques. C'est-à-dire augmenter les recettes. En augmentant les recettes, là, il va mettre, n'est-ce pas, toute une politique de manière à ce qu'ils soient totalement bien cotés, bien appréciés. Alors donc, il faut les fils de maison de parasiter les gens qui sont venus, les politiciens qui sont venus seulement chercher à s'enrichir davantage, et vous allez apprendre réellement que non, voilà, il est en train de construire par-ci par-là, il a des femmes par-ci par-là. Vous savez que les Congolais, quand les ressources s'accroissent, le nombre de femmes qui augmente, et par ricochet, vous avez les enfants. Ouais, c'est ça. Donc il faut des fils maison. Et puis les gens qui sont tellement consciencieux. Je pense qu'il faut combattre les antivaleurs. Je pense qu'il faut bannir avec cette mentalité de détournement, de corruption et consort, où il y a des Congolais qui ne se gênent même pas, même des politiciens qui ne se gênent même pas. Hein, nous avons des politiciens sans gêne, sans honte, sans ridicule. Vous voyez, Papa Mozo Yiba. Je comprends. Alors, nous allons, c'est une grande question. Je me suis dit ça Ngala parce que le détournement, je vous comprends. Et les téléspectatrices, les téléspectateurs comprennent également. C'est pour que le message soit également bien compris. Alors, disons, je rappelle que nous avons une chaîne YouTube, Magazine Concret, nos followers qui ont l'habitude de nous suivre, de nous écrire. C'est une manière, parce que c'est vrai que l'émission c'est pour d'abord la consommation congolaise, donc pour les Congolais, qu'ils soient des Congolais qui vivent en RDC ou en dehors de la RDC, mais aussi nous pensons à ceux-là qui ne sont pas congolais, qui s'intéressent à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi de moment on peut avoir un petit mot en Swahili, en Chiluba, en Lingala, en Kikongo, donc il n'y a pas de mal à ça. Mais monsieur le chef des travaux, avant que l'on continue avec cette grande question du jour sur le budget. Le budget, je rappelle, parce que j'avais commis une erreur, je rappelle que le budget, le projet du budget 2023 s'élève à 14 milliards 600 millions, pas 32 milliards. Donc 14 milliards 600 millions pour 2023. Et nous allons revenir sur ce plateau avec le chef des travaux qui est notre invité pour que l'on voit d'où nous avons commencé avec le projet de budget depuis que nous sommes sous l'ère Fachi ou même bien avant l'ère Fachi. On va essayer de voir ensemble avec le chef de travaux Labi, mais aussi nous allons également voir ce qui se passe du côté du ministère des Finances, qui est dirigé actuellement par Nicolas Kazadi, le ministre Nicolas Kazadi. Nous allons voir ensemble parce qu'on se rend compte
qu'il y a la mobilisation des recettes, la maximisation des recettes, mais on sent aussi, c'est comme s'il y a le blocage. D'ailleurs, madame, je suis contre les concepts là qu'on appelle maximisation des recettes. Je préfère l'optimalisation des recettes. L'optimisation des recettes. C'est-à-dire, au lieu de parler de la mobilisation, de la maximisation des recettes. Là, maintenant, quelle est la différence que vous La différence en est quand on fait l'optimisation des recettes, ça signifie qu'on accroît les recettes de l'État. L'optimisation. On accroît les recettes de l'État sans gêner l'activité économique. Ok. Sans gêner l'activité économique. Parce qu'il y a un bel impôt, et c'est sans gêner l'activité économique. Ne découragez pas l'activité économique, car l'impôt est un instrument que l'État utilise pour encourager l'activité économique et décourager ça, c'est un autre dossier, nous allons vous recevoir la fois prochaine, parce qu'il y a des entreprises qui sont en train de fermer. Ah oui, il y a des investisseurs qui partent parce qu'ils disent qu'en RDC, il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes. Très bien, madame. Comme on dit, trop d'impôts, trop de taxes, ça tue l'impôt même. Oui, ça décourage l'activité économique et ça risque d'accord de fléchir les taux de croissance économique que nous avons cherché à corriger. Si vous le permettez, nous allons vous recevoir la fois prochaine pour parler. Je suis à votre disposition, madame. Pour parler de ça parce que c'est les éventualités des questions économiques et sociales. Je connais des entreprises parce que nous sommes dans le secteur économique. Je connais des entreprises qui ont fermé, qui sont allées maintenant en Zambie. Quand vous posez la question pourquoi vous ne voulez plus évoluer en RDC, ils disent en RDC il y a trop de taxes, il y a trop de tracasseries fiscales, On se pose la question si pour, vous venez de dire, l'optimisation des recettes. Très bien. Des recettes, est-ce qu'il faut étouffer l'activité économique ou bloquer l'activité économique? C'est une grande question, nous allons y revenir. Avant de continuer avec ce sujet, monsieur le chef de travaux Lavie, dans le cadre de ce magazine, nous avons pour habitude d'encourager le travail bien fait. Nous avons pour habitude, comme le dit le magazine, c'est un magazine économique concret, mais nous avons une rubrique concret dans le concret. Dans le cadre de cette rubrique concret dans le concret, nous allons passer en revue quelques activités du gouvernement provincial que dirige Jacques Aboula Katoué. Je salue le gouverneur et puis félicitations au gouverneur, motion d'encouragement. Faites un effort, comme vous êtes en train d'améliorer les conditions d'existence de la population katangaise. La population okatangaise. Voilà, nous sommes là et nous soutenons le gouverneur, nous demandons qu'il puisse aller encore de l'avant. Et voilà, pour la première fois, on a un gouverneur qui fait un travail de titan où la visibilité des actions sont là. Ça se voit, allez vérifier les infrastructures, du palpable, du concret. Vous avez ça là-bas, les routes sont là, et lui-même il se déplace pour aller vérifier. Et l'assistance sur le plan social, vous avez le gouverneur qui intervient par-ci par-là. J'ai vu par exemple à l'université, on a fait un don des bus pour les étudiants, on a fait également un don de bus pour le corps académique. Mais il a toujours fait ça, il a donné nous, les chercheurs, une somme pour essayer de financer nos thèses de doctorat, nos publications de consorts. Vous avez reçu aussi une enveloppe. Bon, c'est entre guillemets, mais l'enveloppe était arrivée, on sait que l'enveloppe était arrivée, bon, c'est un problème d'accord de l'affectation de ça. D'accord, mais fidélisatrice, fidélisateur, vous savez quand on reçoit le chef des travaux Labi, il y a toujours beaucoup à dire. Là, nous allons passer, la réalisation va nous balancer le condensé concret dans le concret. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué, avec son équipe gouvernementale, la province du Haut-Katanga vibre, la province du Haut-Katanga, il y a du travail, comme j'allais le dire, le travail, et rien que le travail, concret dans le concret. Nous disons bravo gouverneur Jacques Aboula Katoué. On y va. Bravo gouverneur. La province du Haut-Katanga tend à devenir un grenier agricole sans pareil en République démocratique du Congo grâce à sa politique d'encadrement et de subvention des agriculteurs de sa province. Après la période de semailles, l'heure est à la récolte et à la rétrocession des sacs de maïs par les fermiers ayant bénéficié de la subvention du gouvernement Kaboula. À ces jours, 14 000 sacs de maïs de 50 kilos sont entreposés dans l'enceinte du gouvernement et tous les dépôts sont visiblement pleins. Faisant la ronde d'inspection des différents dépôts déjà saturés par des sacs de maïs, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur et du ministre provincial en charge du secteur agricole, s'est dit scandalisé par cette production.
Et dans l'objectif d'encourager les agriculteurs, le patron de l'exécutif provincial envisage d'accorder une journée provinciale à ses partenaires de son gouvernement. Ces sacs de maïs n'attendent que leur transfert dans différentes minoteries en vue de leur transformation en farine de maïs made in Haut-Katanga. Visiblement, la culture de maïs, qui était jadis un casse-tête dans la province, est devenue réalité aujourd'hui. La province qui tendait sans cesse sa main vers le pays voisin pour assouvir sa faim se prend désormais en charge grâce à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays, vision qui se concrétise avec grande distinction dans la province du Haut-Katanga par le vaillant élève Jacques Kiaboula Katwe. Aujourd'hui, la politique de subventionner les agriculteurs de sa province en intrants agricoles produit des résultats significatifs. Ce constat a été fait par les élus du peuple, les membres de l'équipe gouvernementale du Haut-Katanga et les grands et petits fermiers qui étaient tous derrière l'initiateur de ce projet, effectuant la ronde des entrepôts où sont conservés des tonnes de sacs de grains de maïs restitués par les bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial. Les entrepôts sont débordés des sacs de cette céréale qui constitue l'aliment de base des Haut-Katangais. 3/4 des bénéficiaires des intrants ont déjà honoré leurs engagements avec le gouvernement. Pour le gouverneur, cette politique qui a su réduire sensiblement l'importation de la farine de maïs doit être pérennisée. Pour cette année culturelle, la récolte faisait le double de celle antérieure et l'autorité provinciale compte faire encore mieux à la saison prochaine. Puis à la ferme Mangombo, le gouverneur de province est allé lancer la récolte des maïs, une réalisation publique-privée. Ici, 75 000 tonnes ont été récoltées dans les 15 000 hectares répartis dans plusieurs sites de la province. Par cet exploit remarquable, les ambitions arrêtées lors de la table ronde de l'agriculture qui avait pour thème l'autosuffisance alimentaire dans la Haut-Katanga, la province a connu une réduction de 13% du déficit annuel en maïs qui est de 600 000 tonnes. Le ministre provincial de l'Agriculture a appelé les banques de la province à prêter des crédits aux agriculteurs, cela avant la matérialisation du projet de création des banques de crédit agricole qui épaulera la plupart d'agriculteurs en province. Après plusieurs discours de remerciement et d'encouragement au chef de l'État et au gouverneur de province, le gouverneur de province a lancé la récolte des maïs sous le regard joyeux des différentes personnalités politiques de la province qui ont effectué le déplacement. Les autorités traditionnelles du coin ont prononcé des paroles de bénédiction à l'autorité à qui ils ont remis une vache et promis leur accompagnement indéfectible en cas de besoin. Au village Mangombo, le premier citoyen des Haut-Katangais, Jacques Kiaboula Katwe, a encouragé toutes les parties prenantes qui ont contribué à cette grande prouesse et s'est dit motivé par ce résultat remarquable. Après le village Mangombo, l'équipe gouvernementale et les élus du peuple ont convergé vers Kapolo et Mission pour récolter les maïs. Ici, 40 000 tonnes étaient attendues sur les 11 000 hectares emblavés cette année culturelle grâce au financement du gouvernement Kiaboula qui a fait de l'autosuffisance alimentaire l'une de ses priorités dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur tient à la stabilité permanente du prix de la farine sur le marché. Pour cette année, le prix n'a pas connu de variations grâce à l'accompagnement du gouvernement Kiaboula aux grands et petits planteurs. Le patron de l'agriculture en province, Ars-Joseph Kayumba, a précisé que 15 000 hectares seront subventionnés au cours de l'année culturelle 2022-2023. Le gouverneur de province a annoncé aux fermiers une bonne nouvelle dans le secteur agricole. Et le président des fermiers, le colonel Raymond Moulikita, a demandé aux bénéficiaires des intrants agricoles à toujours honorer leur devoir de remboursement de la part
qui est due au gouvernement. Le représentant du chef de l'État en province compte élargir ce vaste projet de village agricole dans tous les 6 territoires du Haut-Katanga en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province. Et pour palper du doigt et encourager l'un des géants qui évolue dans le secteur agricole, le gouverneur de province a effectué une visite à la ferme du groupe Jambo située sur la route Kasenga à hauteur du village Malambwe à plus ou moins 75 km de la ville de Lubumbashi. Ce grand fermier a emboîté les pas de son gouverneur en œuvrant assidûment pour mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. À son arrivée, le gouverneur a inauguré le Room Control, une salle garnie de machines aidant à contrôler la température de la réserve en maïs conservée dans les 4 silos de 5000 tonnes chacun. Jacques Yabula Katoué visitera tour à tour les silos et va s'enquérir de leur fonctionnement, puis sera conduit vers l'arsenal des engins agricoles à l'aide desquels le groupe Jambo pratique sa culture mécanique. Après, l'autorité visitera des vastes étendues des terres arables déjà emblavées sur lesquelles cette entreprise sème son maïs. Ce grand partenaire du gouvernement Kabula et directeur général du groupe Jambo s'est dit honoré par cette visite de son gouverneur. De son côté, celui qu'on appelle Wandani était agréablement surpris en voyant ces énormes étendues et a exhorté les autres expatriés à copier l'exemple de leurs compères. 7 ans déjà depuis son implantation en province, le groupe Jambo est spécialisé dans la culture mécanisée du maïs qu'il transforme en farine de maïs et tend à diversifier sa production d'ici la saison culturelle prochaine. Face à l'excellence, personne ne peut se contenir. Les échos du travail bien réalisé sont parvenus aux oreilles du patron de l'agriculture en RDC. Désiré Muzinga, accompagné du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué, se sont rendus une fois de plus à la ferme du groupe Jambo. Rempli d'admiration, l'hôte du gouverneur s'est émerveillé de voir une gigantesque ferme de plus de 8000 hectares. Le périple a démarré par la visite de 3500 hectares de champs de maïs, puis 500 hectares de champs de soja. Par cette visite, le numéro 1 du Haut-Katanga a voulu faire palper du doigt le ministre de l'Agriculture, l'encadrement dont bénéficient les grands et petits fermiers du Haut-Katanga sous la houlette de son gouvernement afin d'éradiquer le règne de la famine en province, comme le veut le chef de l'État qui place l'homme au centre de toute action. Stupéfait, le ministre a qualifié la province que dirige le gouverneur Jacques Yabula de province pilote et des références en matière d'innovation sur le plan agricole dans le pays. Content, le gouverneur de province a promis de retrousser davantage ses manches en vue d'atteindre une culture de plus ou moins 20 000 hectares de terres arables. Peu après, avant de boucler leur ronde à la ferme Jambo, le patron de l'exécutif provincial et son invité de marque ont visité la salle de contrôle des 4 silos de la dite ferme et leur ronde s'est clôturée par la visite de l'ensemble du charroi automobile. Enfin, après le groupe Jambo, le gouverneur de province est allé encourager une autre partenaire de son gouvernement qui évolue dans la transformation des maïs en farine au sein de la minoterie Sol Naciente qui est basée à Lubumbashi depuis 4 mois. Cette compatriote œuvre en ligne droite avec la vision prônée par le chef de l'État, celle de lutter contre la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Jacques Yabula Katoué a jeté les fleurs à cette initiative et a encouragé cette digne fille du pays qui connaît les soucis de ses compatriotes. L'autorité lui a réaffirmé son accompagnement en tout. Depuis qu'il est aux affaires en 2019, la crise des farines de maïs qui se faisait sentir avec acuité a complètement été maîtrisée et la question épineuse de la dépendance alimentaire qui était tournée essentiellement vers l'extérieur est désormais une page tournée. Jacques Yabula Katoué a gagné les cœurs et la confiance de ses administrés sur le plan alimentaire, car rien n'est plus comme avant. Fidèles
Fidélisatrices, fidélisateurs, venez là de suivre le condensé des activités concrètes, du palpable. Au niveau du gouvernement provincial que dirige Jacques Yabula Katoué, vous avez vu que le gouverneur Jacques Yabula Katoué ne dort pas. Son gouvernement provincial ne dort pas. Son souci, c'est le bien de la population, le développement de la population okatangaise. Il faut travailler pour que cette population okatangaise se dise: nous avons un gouverneur qui se soucie de nous, un gouverneur qui connaît son travail, un gouverneur qui se dit le travail, rien que le travail. Je rappelle que le gouverneur Jacques Yabula Katoué, pour faire ce travail, il ne le fait pas seul, il a toute une équipe gouvernementale. Donc avec tous les ministres des Finances, tous ces ministres qui sont là, tous ces ministres provinciaux, tous les commissaires sont là. Eh bien ça, je ne sais pas, le chef des travaux, Labi, fait un coucou, je pense, au ministre provincial des Finances, parce que vous êtes du secteur, parce que vous savez qu'il a un secteur stratégique et surtout que c'est dans le cadre de ce magazine économique concret. Nous revenons à vous, monsieur le chef des travaux. Le budget, proposition de budget 2023, 14 milliards 600 millions. Nous venons d'un peu plus loin pour arriver à cette proposition. Lorsque vous voyez les propositions précédentes, je prends par exemple pour cette année qui est en train de finir 2022, je pense qu'on était à 11 milliards. Et puis avant 11 milliards, je pense qu'on avait 7 milliards, si je ne me trompe pas. Oui, 7 milliards. Avant 7 milliards, on avait 4 milliards. Très bien, madame, vous avez moi des chiffres en tête. Alors, 4 milliards, 7 milliards, 11 milliards. Aujourd'hui, on va à 13 milliards. On va à 14 milliards, 600 millions. Revu encore à la hausse à 15 milliards. Revu à la hausse à 15 milliards. Donc nous pouvons dire à ce jour, nous avons une hausse en ce qui concerne le budget de 32%. Quel commentaire? Comment voyez-vous les choses? Vous qui êtes des finances publiques, vous qui suivez l'évolution des finances publiques dans ce pays, est-ce que nous pouvons dire que la RDC est en train de décoller sur le plan de chiffres, ou l'on doit dire qu'on est encore en train de faire du surplace? Voilà. Oui, madame, là, je vous demande de lire ma récente publication sur le Congo en chiffres. Le Congo en chiffres. Un arsenal détaillé avec tous les indicateurs économiques. Je serais très contente d'avoir le Congo en chiffres. Il y a des gens qui parlent du Congo en politique et consommation. Maintenant, le Congo en chiffres. Je serais très contente de lire ça. Vous allez voir les performances réalisées. Ça, il faut reconnaître ça. Et c'est la volonté de ce gouvernement Sama, et avec l'impulsion d'accord de l'orientation du président Félix Tshilombo, ici, d'aller de l'avant. En fait de compte, au regard de ces différents chiffres-là qui évoluent positivement là, nous avons dit vraiment que le pays commence à décoller petit à petit. Madame, il a fallu tirer le pays dans les fins fonds du fossé, ramener le pays à la surface et redémarrer. Ce n'est pas chose faite. Vous n'avez pas une politique drastique. Mais la loi des finances doit être une loi qui doit être définie, doit définir les orientations et la problématique de mobilisation des ressources. C'est cette loi-là. Et quand je serai, n'est-ce pas, ici, si on fait appel à moi, nous allons modifier la loi des finances à tout moment. Nous allons rendre ça une loi très efficace et capable de résoudre les problèmes. Madame, il y a déjà un soulagement quand les recettes déjà passent à ça. C'est l'une des raisons pour laquelle maintenant vous allez vous rendre compte maintenant il y a lieu d'améliorer les conditions de vie. Demandez les gens qui travaillent à l'OFIDA, qui travaillent à la DGI, au RG financière, pour permettre à l'année d'accord de mobiliser. La corruption commence à diminuer. Parce qu'ils ont des primes, les primes là dépassent. Donc ça dit réellement que non, un vérificateur trouve réellement, vous voulez me corrompre à quoi? Parce qu'il sait réellement que ce qu'on va me rétrocéder sera supérieur. Il faut qu'on arrive à ça. L'amélioration des conditions des gens qui travaillent dans les régions financières, qui, pour eux, n'est-ce pas, ils ont habilité ici à travailler en conscience pour permettre d'accord de mobiliser le reste de l'État. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième élément, le budget de 14 milliards 600 millions là-haut revient à 15 milliards et comme maman. Pour mobiliser ça, mais il faut cerner tout le monde. Il faut pousser les entreprises à comprendre de payer leurs impôts. Il faut qu'ils s'acquittent des obligations fiscales. Les dettes que les gens ont vis-à-vis de l'État, allez voir les soldes débitaires. Allez au niveau des services des impôts, même à l'OFIDA et consorts.
Tout ce monde ici qui roule dans des véhicules et consorts, qui sont en train de construire des bâtiments et consorts. Mais non, maman. Mais c'est beaucoup d'argent. Ils doivent à l'État quelque chose. La plupart ne payent pas les impôts. Ne payent pas, donc ils ont aussi, si tu vois, les dettes que ces différents éléments, les gangsters du régime passé. Nous appelons... non, il n'y a pas que le régime passé, il faut quand même laisser le régime passer tranquille. Il y a un régime également actuellement. Parce que les débats ont commencé là-bas. Est-ce que les gangsters ne sont parce pas... que nous avons hérité la mentalité de l'autre côté. Nous avons hérité la mentalité. On nous a imposé cette façon de travailler, la corruption, le détournement de construction. Les gens percevaient l'argent, les ressources de l'État. Maman, je dis que les ressources de l'État sont sacrées. Je dis vraiment que les fonds publics sont sacrés. Monsieur le chef de travaux, quand vous devez distribuer des cartes, des cartes à un certain membre du gouvernement ou des partis politiques pour aller toucher l'argent public, n'est-ce pas ici? Eh bien, nous sommes en train de travailler pour avoir ça. Les autres ont des cartes, ils sont dans des bureaux climatisés pour aller toucher les 50 000 $. Vous connaissez d'accord. C'est ça le problème qui est là. Il faut arranger ça. La prise de conscience. Ces gens-là n'ont pas aimé les pays. Prise de conscience, ces gens-là n'ont pas aimé les pays. Qu'on éclaircisse les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent. Parce que quand vous parlez des gangsters du régime passé, mais il ne faut pas oublier que lorsque Fachi a pris le pouvoir, il y a eu une coalition entre Cash, FCC, il y a eu un mariage. Oui, c'était une coalition, c'est-à-dire c'était une coalition de passage de la mentalité. Oui, mais maintenant, après cette coalition, aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont quitté, que vous appelez les gangsters du régime passé. Ces mêmes gangsters du régime passé, il y en a plusieurs qui sont dans le régime nouveau, donc ils sont en train de travailler avec Fachi. Est-ce qu'on a résolu ce problème? On n'a pas résolu ça, pourquoi? Parce que derrière ça, il y a un problème d'association politique, des associations culturelles qui se créent là-bas. Quelqu'un qui détourne l'argent de l'État, vous privez la population, d'accord, les moyens de subsistance et les moyens de soulagement ou l'amélioration des conditions de vie. J'aimerais citer un cas. C'est un crime. Quelqu'un qui vole de l'argent de l'État, écoutez madame, s'il vous plaît madame, mais madame, pourquoi vous êtes en train de vous énerver? Soyez calme madame, vous détournez l'argent de l'État, on sait que tu es voleur, tu as détourné, mais alors maintenant quelle est la conséquence? Ce sont les associations culturelles qui doivent sortir, n'est-ce pas, qui sont à la télé, en train de mobiliser la presse, nous les ressortissants de... Nous les ressortissants de... Monsieur le chef, nous sommes en train de finir déjà l'émission. Il faut éviter ça, l'argent public est sacré, c'est sacré. On ne détourne pas, on ne vole pas. Mais non, on arrête d'abord là. Monsieur le chef des travaux, n'oubliez pas que j'ai la police du débat. Donc, quand je vais dire la parole, ça va, madame. Alors, mais non, j'aimerais vous dire ceci. Il y a un cas que nous avons décrié avec vous, que la population a décrié, puisque vous parlez des gangsters du régime passé. Les gangsters, c'est pas ça le débat, mais j'aimerais quand même vous rafraîchir la mémoire, ou sinon rappeler à nos téléspectatrices, nos téléspectateurs. Nous avons connu un scénario, si on peut le dire comme ceci. Sinon, nous avons vécu une mise en scène, si je peux le dire également ainsi, d'un ministre autrefois, Willy Bakonga, qui a été ministre de l'éducation ou de l'enseignement primaire et secondaire, qui a détourné l'argent, qui est parti, qui était à l'époque du régime, de l'ancien régime. Des gangsters. Oui, et puis maintenant il est revenu. Aujourd'hui c'est un grand fasciste. Est-ce que vous pensez, parce que vous avez soulevé cet aspect, qu'on doit combattre cela. Est-ce que vous pensez que ceux-là qui font la politique, qui sont en politique, qui changent de camp par rapport à leurs intérêts, est-ce que vous pensez que ce virus, voilà, je le dis comme ça, est-ce que ce virus prendra fin? Oui, maman, oui, nous avons assisté à une qu'on appelle, on appelle ça comment, à une transition où les kabylistes sont devenus des fascistes. Ok. Voilà, donc c'est ça, il y a un passage d'une mentalité que les gens continuent. Okay. Mais le cas de Bakonga, le cas de Matata, le cas de qui ça, le ministre ici qui était dit, le cas de Kayombo de la SNED, qui est maintenant, tous ces cas, ça sont des cas liés à la juridiction, c'est la justice. La justice élève un pays, élève une nation. Si elle est déjà, n'est-ce pas, ici en décadence, eh bien, il ne fera pas de travail là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on avait lâché Willy Bakonga. Dès qu'il y a soupçon, il y a un détournement,
mais il siège encore, vous voyez, vous vous rendez compte à ce niveau-là. C'est là où nous sommes en train, nous fatiguons, nous avons dit réellement que non, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrête à un moment donné, non? Comme nous sommes en train de faire un effort, nous sommes en train de faire un effort pour arrêter les problèmes entre nous et le Rwanda, et bien ça l'homme m'a dit, et bien ici 30 ans, alors mais ces histoires, ces pratiques-là nébuleuses, il faut arrêter avec ça, nous devons mettre fin à ça. Nous sommes pratiquement en train de finir. Un mot de votre part comme conclusion pour cette grande question concernant le budget, la proposition du budget. Oui, la proposition 14 du budget, milliards, 600 millions, et puis ça a été revu à 15 milliards. Votre mot de la fin. Je me remets réellement que non, l'enveloppe de 15 milliards 600 millions doit être affectée correctement. Il faut affecter ça dans la réalisation des infrastructures socio-économiques de base et en fait de stimuler la croissance pour accroître la richesse nationale, la création de richesses nationales en vue de faire une bonne répartition, car une mauvaise répartition, ça crée une mauvaise répartition du revenu national est à la base de la haine aujourd'hui, de l'animosité. Il y a des déclarations, les gens prennent des positions et c'est à cause de ça. Il faut aussi réduire, n'est-ce pas, ici, le train de vie sur les institutions. Il faut nous ramener, comme on a dit réellement, qu'on va publier les salaires du président de la République jusqu'au dernier officier. Nous sommes tellement très contents, mais il faut rééquilibrer, éviter des écarts tellement croissants. Et puis il faut rendre les fonctions ministérielles comme étant des fonctions de prestige. Que les gens ne puissent pas d'accord aller là-bas pour essayer de chercher à s'enrichir davantage, mais de faire un travail de titan. Ça c'est très important, maman. Faire un travail de titan, c'est votre mot de la fin. Je demande encore au gouvernement de tenir compte des différents laboratoires qui existent. Il y a des indépendants tels que nous autres ici, je ne suis pas dans un parti politique, mais je peux contribuer, chaque Congolais doit servir les pays là où je trouve. Nous avons des éléments à donner. Qu'il y ait une structure où on peut arriver à envoyer des informations, envoyer des éléments pour essayer de réguler l'économie nationale. Ça sera à notre faveur. Ça sera à notre faveur, c'est pas moi qui le dis, monsieur le chef des travaux, Labibo Ketchumpiana, nous vous avons reçu, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est pratiquement les dernières émissions de l'année 2022, vous nous avez fait cet honneur de venir, de répondre à notre invitation. Madame, je suis content de vous, vous avez fait l'économie, je pense. Je suis content de vous, vous avez une maîtrise dans ce domaine quand même. C'est rare de voir des journalistes à tendance économique, c'est rare, mais je m'aimerais réellement que vous puissiez continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, monsieur le chef des travaux. Nous le prenons comme des encouragements, mais aussi une manière de nous dire qu'il faut aller de l'avant. Merci, monsieur le chef des travaux. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, les bonnes choses ne durent pas. Mais je pense qu'on a largement dépassé le timing nous imparti par la réalisation, mais il était important que l'on le fasse parce que la grande question c'est le budget. Le projet de budget du gouvernement congolais est de 14 milliards 600 millions de dollars, mais ce projet a été revu à la hausse au niveau de l'Assemblée nationale, 15 milliards à ce jour. Donc c'est pour dire qu'il y a une évolution. Si on doit suivre comment ça a commencé avec le budget de l'État congolais, donc nous avions eu 4 milliards, autrefois 7 milliards, 11 milliards, et aujourd'hui nous sommes à une proposition de 14 milliards qui a été revue à la hausse à 15 milliards. Il faut dire qu'il y a des efforts qui sont fournis en République démocratique du Congo. Ne pas le reconnaître, c'est de la mauvaise foi. Nous disons qu'en tant que spécialiste, en tant qu'analyste du domaine économique, de finances publiques, on se dit quand ça marche, il faut dire que ça marche. Il y a deux choses qu'il faut revoir encore, mais là nous disons coup de chapeau au gouvernement congolais parce qu'on sent que ça évolue, mais il reste à combattre la corruption qui est un mal profond, très profond. Si vous avez aimé ce magazine de ce soir, dites merci à la production, à la réalisation d'Espérance Média. Dites également merci à la programmation de la RTNC au Katanga. Et à vous, nos followers, nous vous disons merci de vous faire abonner sur notre chaîne YouTube Mag Concret. Bye bye et à la fois prochaine. Merci beaucoup, madame. Ça va.